Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors pour me présenter, je suis Sylvain Delcambre, je suis le responsable commercial France pour AP System et je suis accompagné de Cyril Da Silva qui est notre formateur France. Donc, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Alors on va commencer tout de suite ce webinaire. Alors c'est un tout nouveau format de webinaire qu'on lance en ce début 2026. Bien évidemment, aujourd'hui, ça va être plutôt relativement générique sur la partie stockage. On va rentrer sur les avantages de l'offre de stockage d'AP System et puis après, on verra avec Cyril, on va rentrer dans plus de détails techniques sur les modes de câblage et les modes de fonctionnement. Alors, le webinaire, il va durer 40 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on puisse, à la fin de ce webinaire, discuter, échanger avec vous si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on reformule certaines explications ou certaines slides qu'on a décrites. Je vois que des personnes qui se connectent. On va démarrer tout de suite ce webinaire. Aujourd'hui, le système de stockage batterie, on va vraiment vous présenter les avantages de ce système, que ça soit notamment en termes de flexibilité, de sécurité et même de performance, que ce soit pour le marché résidentiel ou même pour le marché tertiaire. En préambule, déjà vous présenter ou représenter AP System, qui sommes-nous? AP System a été créé en 2010, donc on a fêté nos 15 ans l'année dernière. On est plus de 400 employés répartis partout dans le monde. On a plus de 166 brevets, alors aujourd'hui on est passé même à plus de 200 brevets. Des certifications, évidemment, hein, comme tout fabricant. Alors pour en citer que deux, vous avez l'ISO 9001 pour toute la partie fabrication, et vous avez l'ISO 27001, qui est celle-ci une certification qui protège les données des utilisateurs finaux, puisqu'évidemment, toutes les données, toutes les installations, ou la majeure partie des installations sont monitorées dans un cloud, et bien évidemment il faut protéger ces données, surtout dans l'ère actuelle. On est le fabricant numéro 1 de micro-onduleurs multimodules, bien évidemment précision sur la partie multimodule, puisqu'on fait des micro-onduleurs pour plusieurs panneaux. On a dépassé les 600 000 installations dans le monde, sachant que 40% des installations sont en Europe, ce qui représente un continent important pour AP System. On est présent partout dans le monde, 176 pays. On est coté en bourse depuis 2022, donc c'est gage de qualité pour une société puisque forcément on est audité et on essaye forcément de monter en compétence sur différents sujets, que ce soit la logistique, le commerce ou différents sujets concernant les usines. En 2022, on a lancé les gammes DS3 QT2 que vous connaissez et on a eu des prix, notamment UPDI Research en 2020, 2021, 2022, 2025, 2026. Et dernièrement, le gros point, la grosse nouveauté de l'année dernière, c'est le lancement du QS2. Mais ça, c'est des choses qu'on parlera cet après-midi dans l'autre webinaire. AP System, donc les usines aujourd'hui sont surtout en Chine. On a notre R&D, bien évidemment, qui est toujours aux États-Unis, puisque la société a été fondée à la Silicon Valley. Et après, on est présent un peu partout, hein. On a notamment des bureaux à Amsterdam. Et pour la France, on a des bureaux qui sont à côté de Lyon. Allez, maintenant, on va parler de la partie AP Storage. Solution de stockage pour les installations photovoltaïques résidentielles et petites tertiaires et tertiaires. Alors aujourd'hui, on parle d'une solution qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une solution couplée AC. Alors les avantages d'avoir une solution couplée AC, c'est-à-dire qu'on travaille sur un système de stockage qui est totalement AC. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce système de stockage sur n'importe quel type d'installation photovoltaïque existante, que ce soit avec AP System, mais avec tout autre type de conversion d'énergie, que ce soit un onduleur central ou alors d'autres types de micro-onduleurs qui existent sur le marché, notamment de nos confrères. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Vous mettez ce produit n'importe où, que ça soit raccordé au réseau, maillé avec des micro-onduleurs ou des onduleurs. Hein. On peut très bien avoir une installation avec différents types d'installations, hein, différents types d'onduleurs, d'onduleurs de chaîne, micro, différentes marques. Donc ça peut être une installation déjà existante ou une installation neuve. On travaille, étant donné qu'on travaille en couplet AC, évidemment, sur le parc batterie, on va travailler en low voltage, donc en bas voltage, c'est-à-dire qu'on sera inférieur à 60 volts. On s'adapte à chaque besoin, si vous voulez faire du raccordé au réseau, du hors réseau, et même si vous voulez avoir une ligne secourue, ce qu'on appelle backup, qu'on va voir un peu plus précisément avec Cyril. Ce qui est très intéressant avec ces produits-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'accessoires supplémentaires
pour ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce soit raccordé au réseau ou si vous voulez mettre une ligne secourue, vous n'avez pas d'accessoires supplémentaires. Tout est intégré dans le produit. Et bien évidemment, c'est intégré au monitoring actuellement. Et après, vous avez des modes de fonctionnement qu'on verra tout à l'heure. Quand vous allez chiffrer une installation de stockage sur une installation photovoltaïque, vous avez la première question à poser, c'est effectivement, est-ce qu'on est sur une installation plutôt monophasée ou triphasée? Donc on va choisir un chargeur onduleur, qui lui joue son rôle de faire de la conversion d'énergie AC en DC pour le pack batterie, et qui va faire l'inverse, qui va convertir l'énergie des batteries pour aller l'autoconsommer. Donc vous avez le LS5K à gauche en monophasé et le LT12K à droite pour le triphasé. Une fois que vous avez choisi votre chargeur onduleur, vous allez choisir votre capacité batterie. Donc vous avez aujourd'hui deux références, une référence en 5 kWh et une référence en 10 kWh. Vous pouvez mettre de 1 à 32 batteries sur votre installation photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on peut aller de 160 kg jusqu'à 327 kW maximum sur une installation. Bien évidemment, vous devez choisir une seule référence de batterie sur votre installation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coupler sur un ELS ou un ELT une batterie de 5 kg et une 10 kg. Ça sera soit que des 5 kg, soit que des 10 kg. On va faire un focus sur la partie conversion d'énergie, donc le LS5K. Donc le LS5K, donc c'est le chargeur onduleur monophasé. Bien évidemment, on travaille donc aujourd'hui en France sur un réseau monophasé 230 volts AC. On va pouvoir connecter, comme je disais juste avant, 32 batteries maximum sur un ELS5K. C'est lui qui va gérer et contrôler les batteries, c'est-à-dire grâce au protocole de communication BMS, il va pouvoir surveiller ce qui se passe sur les batteries. Le LS5K est isolé galvaniquement, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de câbler la terre, et ça on en reviendra après avec Cyril, sur vos batteries. C'est lui qui va gérer les modes de fonctionnement, c'est-à-dire que votre client et l'utilisateur final va pouvoir gérer ces modes de fonctionnement, que ce soit autoconso, mode de secours, etc. Ce chargeur onduleur a une puissance de charge-décharge de 5000 VA. On va le voir tout à l'heure, c'est une donnée qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'il est en capacité de prendre 5000 VA ou 5000 watts en charge de la part du surplus solaire pour aller charger les batteries. Et on a des pics à 7005 à peu près 5500 VA sur une courte durée. C'est intégré au monitoring, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un produit que vous allez fixer au mur uniquement puisque vous avez les press-et-tout qu'on trouve sur la partie basse de l'ELS pour la partie câblage. Bien évidemment, il est IP65, donc vous pourrez vous le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et c'est des produits qui sont garantis. C'est exactement la même chose pour la partie triphasée. Donc vous avez un ELT 12K. Donc lui, c'est bien évidemment alimenté en triphasé, donc 3 fois 400 volts. Vous pouvez aller, pareil comme le LS5K en monophasé, vous pouvez aller jusqu'à 32 batteries derrière un ELT 12K. C'est lui qui gère toujours la partie protocole de communication qui surveille les batteries. Il est isolé et également. Par contre, la grosse différence avec le monophasé, c'est que là, vous êtes sur une charge-décharge de 12 000 VA, donc 12 000 watts, et vous avez environ 4000 VA par phase. Bien évidemment, on verra tout à l'heure, on est capable de gérer le triphasé déséquilibré comme le triphasé équilibré. Et pareil, c'est IP65, garantie 10 ans, fixation au mur. La grosse différence avec le LS5K, c'est que celui-là, il va par contre avoir une ventilation mécanique. C'est ce qu'on peut voir sur les côtés, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure prise en charge de la diversition thermique. Pardon. Donc là, je vous ai présenté les chargeurs onduleurs, donc vous allez forcément systématiquement chiffrer au minimum, donc forcément un chargeur onduleur sur votre installation, et après il va falloir forcément chiffrer les batteries. Aujourd'hui, on vient de sortir en fin 2025 une nouvelle gamme de batteries. Donc ce sont des batteries avec une technologie que vous trouvez sur le marché, donc c'est du LFP, donc lithium fer phosphate, de dernière génération. Alors pourquoi dernière génération? C'est notamment sur ces dernières batteries, on est capable d'aller et de gérer des températures externes qui vont relativement basses, on peut aller jusqu'à moins 5 degrés. C'est-à-dire que plus la température est élevée ou basse autour de la batterie, forcément les cycles
de charge et de décharge sont forcément diminuées en fonction de cela. Donc là, l'intérêt de ces nouvelles batteries, c'est qu'on va avoir quand même une capacité batterie en fonction de ces températures qui sont relativement quand même élevées. Donc comme je disais et je le répète, on peut aller jusqu'à 32 batteries. L'installation, elle est relativement facile, on le verra avec Cyril tout à l'heure, comment on câble ces batteries. IP65, donc vous pouvez le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et bien évidemment, c'est l'ELS ou l'ELT qui va gérer les batteries, donc tout ce qui est surveillance ou même mise à jour, elles se font de manière automatique grâce au monitoring et à l'ELS ou l'ELT. Alors la première référence de batterie, c'est la 5 kW, c'est une 5.12 kWh. Vous pouvez, donc bien évidemment, on est sur une ventilation naturelle, on est sur une tension de forward qui est de 51 volts. Elle est totalement intégrée au système AP Storage, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité qui se fait de manière automatique et transparente avec le LS ou le LT. Et bien évidemment, comme je disais, vous pouvez soit la montrer au sol, soit au mur. Bien évidemment, si vous avez plusieurs batteries, il faudra faire attention aux distances entre chaque batterie. Et ça, c'est des choses que vous pourrez voir éventuellement dans les manuels d'installation. La deuxième référence qu'on a au catalogue, c'est la batterie 10 kWh. Celle-ci, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes caractéristiques que la 5 kWh, mais effectivement avec une capacité supérieure pour des projets éventuellement avec des consommations supérieures. Je vais laisser la main à Cyril, je te laisse la suite. Donc l'idée c'est qu'on voie avec Cyril tout ce qui est schéma de principe, donc on va rentrer un peu plus dans la technique. Merci. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on va passer à la page suivante où on va vous parler des normes un peu rapidement. Donc, tous les systèmes qu'on vient de vous présenter respectent les demandes de la norme NF C1500 et toutes les normes qui sont autour de cette norme. Donc, comme ça a déjà été dit, on a une isolation galvanique, donc on n'a pas d'obligation de mettre un interdit de type B ou de ce genre de process un peu plus complexe et coûteux. On n'a pas le besoin de mettre la terre sur la batterie et on a une terre adaptée pour le backup. Comme Sylvain l'a notifié un peu plus haut, on peut installer ce système en intérieur comme en extérieur. Après, vous allez avoir une notion de capacité qui peut par contre vous demander des systèmes de sécurité suivant le volume de stockage que vous allez utiliser. Ça sera surtout demandé par les assureurs pour respecter leurs demandes et pour garder le côté assurable de votre client. On va commencer à vous présenter les schémas. Donc là, c'est une installation plutôt basique chez AP System. Donc, on va partir d'une installation solaire AP System avec donc micro-onduleur, panneau, coffret solaire, de protection solaire, et on s'intégrera dans la maison et le système viendra récupérer directement le surplus AC pour aller le stocker dans les batteries, suivant votre conception. Là, c'est une installation plutôt classique. Comme on a dit un peu plus haut, on peut, même si c'est une installation outre que du AP System, on peut faire la même chose. Des vieilles installations qui sont avec des onduleurs centralisés. On va bientôt arriver sur des fins de contrat sur de la revente totale. Voilà, ça peut être des solutions pour accompagner les projets déjà créés depuis longtemps. On passe à la suite. Donc voilà. On peut aussi incorporer une partie qui sera secourue parce que là, sur une installation classique, dès qu'on aura une coupure au niveau du TGBT, peu importe l'installation, elle va se couper pour des questions de sécurité. Mais on peut, pour pallier à cette problématique, on peut mettre une partie de votre installation photovoltaïque en AP System qui va être reliée directement au PCS, à l'ELT ou l'ELS, qui vous permettra, même s'il y a une coupure extérieure, de pouvoir toujours charger
et consommer ce qui est en train de produire ou ce qui est déjà dans les batteries. Donc là, on peut aussi créer un site isolé, donc directement se coupler sur le LS ou le LT et charger avec une consommation directe à partir de l'ELS ou le LT pour tout ce qui est site isolé et non connecté à Enedis ou connecté à Enedis, mais on va être limité dans la puissance de charge et des charges du photovoltaïque. Très On bien, super. va... Alors pour résumer, si tu me permets, Cyril, c'est pour vous montrer qu'on a en fait trois options. Mais en fait, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec ce système-là. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller voir des clients qui sont équipés d'installations déjà existantes. Vous pouvez très bien aller voir une installation AP System déjà équipée de micro-onduleurs et de faire des extensions d'installation. C'est-à-dire que si on reprend la slide auparavant, vous pouvez très bien proposer une extension d'installation sur la toiture et par contre, la décorréler du réseau et le mettre que sur l'entrée off-grid. Ça vous permet d'augmenter la charge batterie, donc d'augmenter votre autoconsommation. Le but, évidemment, c'est d'avoir une solution pour autoconsommer, hein. L'objectif de ces produits-là, c'est d'aller chercher les 80%, voire plus, d'autoconsommation sur l'installation. Donc on fait du raccordé au réseau, on fait du hors réseau, coupler les deux, on peut faire du backup s'il faut, avec l'entrée off-grid si vous voulez une continuité de service sur la partie photovoltaïque. Voilà. C'est un système qui est hyper flexible. Sur notre ELS ou LT, on a gros avantage, c'est qu'on peut avoir un suivi visuel direct. On a des voyants directs qui vont donner l'état du statut de l'appareil. Donc, en façade, vous avez des voyants qui vont vous annoncer si tout est fixe vert, bah, c'est que tout se passe très bien, il n'y a aucun défaut. Et après, vous allez avoir plusieurs possibilités. On va passer à la suite, comme ça vous allez pouvoir le constater. Voilà, où on va rester sur un voyant fixe. C'est pour nous annoncer que le système est fonctionnel dans différents domaines. Donc, si vous êtes en grid connecté normal, il sera fixe. Si vous avez un problème de grid extérieur, le grid, c'est le réseau extérieur qu'on nomme de cette manière. S'il y a un souci, ça sera déclignotement ou éteint, s'il n'y a plus de présence. Et pour toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec le LS, le système principal, le réseau extérieur, le mode backup, la batterie, si on communique bien, si la Wi-Fi est activée, si le COM, voilà. Vous avez toutes les fonctionnalités de base qui sont signalées directement sur l'afficheur. Donc déjà, voilà, ça peut rassurer aussi, ça donne toutes les informations. Il n'y a pas d'internet, c'est pas un souci. Vous avez quand même la possibilité de savoir ce qui se passe. Là, on va vous montrer un peu plus en détail comment est connecté et branché un ELS puis un ELT pour pouvoir visualiser le principe. Donc là, on est sur la trappe de service qui est sur le bas de l'ELS. Donc directement, une fois que vous avez enlevé cette trappe, vous avez accès au connecteur DC des batteries. Vous avez un sectionneur grid, donc c'est l'arrivée par lequel on va charger et décharger les batteries. Vous allez avoir une connexion AC pour la partie backup et la connexion pour la partie micro-onduleur secouru. Ça, c'est directement dans l'ELS. Et à côté, donc, vous avez la partie communication. Pour ceux qui connaissaient déjà les EQC, on a une carte déportée pour faciliter le branchement. Donc, vous avez le RJ45 et vous avez la com aussi de la batterie, la CAN, pour pouvoir connaître le statut, les températures, l'état de charge ou de décharge de la batterie. Plus vous avez les connecteurs pour les torts de mesure, pour connaître, avoir toutes les informations de l'autoconsommation, la production, la charge et pouvoir connaître toutes ces informations sur l'application EMA.
Donc là, en détail, on vous a mis des schémas. Donc, comme je vous ai dit juste avant, la connexion DC se fait tout à gauche avec le câble de CAN pour communiquer avec la batterie. Vous avez l'alimentation du réseau pour la charge et décharge du système. Vous aurez le mode secouru qui sera juste à côté. Et vous aurez, pour cette partie, c'est vraiment que la partie micro-onduleur qui est connectée directement au mode secouru pour aller directement charger le système et accompagner votre autoconsommation. Donc là, vous pouvez constater qu'on n'est plus sur les mêmes puissances. On va avoir la partie secouru qui ne pourra pas admettre autant de puissance que la partie traditionnelle. Donc, c'est une chose à prendre en compte. On ne peut pas tout secourir une maison complète, surtout en mono. Petit point important sur les torts de mesure. On va préciser ce tort de mesure qui, nous, qu'on appelle tort de mesure pour la consommation. Sur le schéma, c'est peut-être pas très explicite. On considère que cette partie, c'est le réseau extérieur et le tableau de votre client serait plutôt ici. Donc, le tort de consommation se mettra toujours au plus proche du 500 milli avec la flèche qui va indiquer en direction de la maison pour avoir les données les plus stables possibles. Et vous avez aussi le tort pour le PV déjà existant qui se met sur votre alimentation qui vient au TGBT du client. Cyril, si tu me permets, c'est un point qui est hyper important, surtout le tort de consommation, puisque effectivement le LS5K ou le LT12K va prendre ces données pour justement charger les batteries. Et si vous n'avez pas encore fait d'installation avec le système d'AP Storage, vous risquez derrière d'avoir forcément des problèmes de décharge profonde, ou etc. Ou de mauvais fonctionnement. Donc c'est hyper important, c'est un point sur lequel Cyril insiste, mais c'est hyper important d'avoir des torts de mesure bien placés et dans le bon sens. Et encore plus quand on va parler de triphasé, puisque là c'est un enjeu qui est encore plus important, parce que vous avez 3 phases et qu'il va falloir que ça soit forcément dans le bon sens, surtout, et bien positionné. Ouais. Pour compléter, sans ce tort de mesure, la charge et la décharge va être anarchique. Donc potentiellement, vous pouvez complètement décharger la batterie sans raison. Donc c'est vraiment le point clé d'une bonne installation, c'est les torts de mesure. Sans ça, le chargeur ne saura pas quoi faire. Donc là, on va passer sur l'ELT. On voit qu'il y a un peu plus de connecteurs. Donc, toujours sur le même principe, sur votre gauche, vous aurez toujours la connexion pour les batteries en DC. Là, au milieu, on va avoir toute la partie communication. Donc, vous aurez les torts de mesure, que pour l'instant, essentiellement les torts de mesure. Pour le reste, c'est encore des choses en développement. Donc, vous aurez toutes les informations par la suite. On aura toute la partie ce branchement au réseau. Ça, c'est de l'alimentation. Donc, en tri, c'est pareil, c'est bien indiqué L1, L2, L3. Et c'est des notions très importantes de bien synchroniser les phases entre elles. Si vous mélangez les phases, on va avoir des problèmes de données. Donc, automatiquement, des problématiques. Donc, vous avez le même principe pour la partie backup et la partie backup pour la charge, pour les micro-onduleurs que vous allez vouloir installer pour charger directement et alimenter ensuite Donc là, un peu plus de détails. Donc, le plus, le moins de la batterie sur la partie DC. Là, on est sur cette vue-là ici. Donc, on a le réseau L1, L2, L3, neutre. Donc, c'est vraiment, on insiste là-dessus. C'est le plus gros souci à ce jour. C'est la concordance des phases. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant sur cette notion de phase 1 et toujours sur L1, L2 et L3 qui se suit. Que ça soit les pinces de mesure, on a le même phénomène, il faut vraiment respecter les phases. Parce
qu'on a des incohérences de données après. Donc là, petit point important, donc c'est ce qu'on vous disait un peu plus haut, c'est le contrôle des sens des torts et de leur lieu, qu'elles soient vraiment bien placées et dans le bon sens. Pareil, par rapport au triphasé, c'est la concordance des phases et leur ordre. C'est très important de respecter l'ordre parce que les phases, elles vont être décalées de 120 degrés et les données ne seront jamais correctes. Petite information supplémentaire, on va vous conseiller sur un ELT lors de la mise en service de le faire sans AC parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps de faire la mise en service avec parce qu'il va aller vérifier que toutes vos phases sont bien équilibrées l'une avec l'autre. Donc, il est tout le temps et vous perdez une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais cette étape, vous pouvez la faire juste après. Donc, autant rentrer dans l'interface et après aller vérifier que, avec les données que vous allez avoir, que les phases sont correctement installées. Mais au moins, vous avez l'interface. Et pareil, sur la mise en service, il y a un ordre bien précis. On va vous demander d'abord, quand vous allez démarrer votre installation, on démarre d'abord les batteries. On va ouvrir le sectionnaire d'essai et ensuite, on alimente le AC. C'est un ordre très important parce qu'on a besoin que d'abord la batterie se réveille tranquillement, fait son test et après envoie les informations à l'ELT ou l'ELS. Donc là, vous allez avoir les schémas de câblage des systèmes de stockage des différents systèmes. Alors Cyril, une précision sur ce slide. On a, comme je l'ai présenté au départ, on a bien évidemment deux références de batterie, la 5 kg et la 10 kg. Mais on a fait aussi le choix de vous partager l'ancienne référence qu'on avait au catalogue, c'était une 6,5 kW. Donc là, on est sur les nouvelles références, la 5 et la 10. Donc une connexion normale. Donc il faut bien respecter le schéma. Donc vous avez votre borne plus, votre borne moins et la partie communication qui va jusqu'à l'ELS. Dessus, c'est directement intégré un sectionneur pour avoir une coupure au plus proche. Malheureusement, à ce jour, le consuel nous demande toujours d'avoir un disjoncteur entre la batterie et le LS ou le LT. Donc, nous, on va vous préconiser de rajouter un disjoncteur entre ces deux dispositifs pour pouvoir avoir une coupure entre les deux. Là, on vous fait une proposition pour un câblage en parallèle. Donc, on peut câbler deux batteries en parallèle pour aller alimenter le LS ou le LT. Toujours avec la 5 et la 10. Là, on vous propose un schéma avec un coffret d'essai et des barbus. Donc là, on est avec un système avec deux batteries, mais on peut aller avec beaucoup plus de batteries. C'est juste un schéma de principe pour vous montrer la typologie de câblage. On va venir se connecter directement sur les barbus, le plus et le moins. Et la partie communication, on va mettre une première batterie en Mètre esclave. en mètre et les suivantes seront esclaves. Alors, concernant précision, Cyril, lorsque vous faites un chiffrage, vous demandez un chiffrage à vos distributeurs, il faut effectivement donc faire le chiffrage de l'ELS 5K ou de l'ELT 12K. Éventuellement, s'il y a plusieurs batteries et les câblés en parallèle, ils peuvent vous chiffrer ce qu'on appelle un DC Combiner, qui est celui-ci uniquement compatible avec l'ELT 12K. Si c'est pour l'ELS 5K, il faudrait plutôt consulter des tableautiers, aujourd'hui MA2NR ou Technidil. Voilà, je te redonne la main. Alors, pour répondre à la question par rapport au sectionneur, ça va être suivant le LS ou le LT. Le LS, on va vous conseiller un sectionneur qui peut supporter 125 ampères. Et pour l'ULT, on va vous conseiller plutôt un 320 ampères pour pouvoir couper. En fait, on a besoin d'un dispositif de coupure qui puisse encaisser la puissance maximum
des batteries. Et pourquoi on met 320? C'est que c'est le produit le plus commun qu'on arrive à trouver sur le marché français. C'est juste une question de ça. 125, c'est pour se donner une marge de manœuvre par rapport à l'ELS qui peut prendre 100 ampères. Et 320, c'est que le LT, il peut accepter jusqu'à 200 ampères. Et le sectionneur le plus proche commun sur le marché français, c'est le 320 ampères. Là, c'est la connexion par rapport à l'ancienne référence. On vous le remet pour si, sait-on jamais, il y a des gens qui ont encore ce type de batterie à installer. Sur ce type de batterie, il faut rajouter, c'est dans le pack de la batterie, il y a des terminaisons à connecter pour lui faire comprendre que vous êtes sur la dernière batterie. Donc, vous avez les deux. C'est très important. Sans ça, on ne va pas savoir communiquer avec la batterie. Donc, vous avez, quand vous êtes sur le profil de la batterie droite, vous allez avoir des connecteurs de communication. Les deux, quand on est sur la dernière batterie, les deux derniers, de droite doivent être avec un connecteur de terminaison. Et la connexion avec le LS se fait par le connecteur qui sera juste sous le on-off de la batterie. Et les connecteurs plus, moins, et sur le haut. Sur ces batteries, on pouvait aussi en connecter plusieurs. Donc voilà, il faut faire attention où on positionne les terminators et la communication entre batteries. Et là, ça sera toujours avec un coffret de jonction de batterie. Donc à demander auprès de vos distributeurs. Allez, on va passer au mode de fonctionnement. Là, on a vraiment passé en revue toute l'offre commerciale d'AP System. Cyril nous a partagé donc toutes les bonnes pratiques en termes de câblage sur nos produits. Et là, on va passer vraiment sur le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le câblage, en fonction des besoins clients, on va lui proposer des modes de fonctionnement. Alors, elle se fait avec l'application EMA App, qui est destinée aux utilisateurs finaux, sur lequel on va pouvoir paramétrer ces modes de fonctionnement. Alors, le premier que je décris, c'est un mode qu'on appelle alimentation de secours, donc mode secours. Celle-ci, elle permet en fait d'aller charger les batteries à 100% et de les maintenir à 100%, dans le but éventuellement de se prémunir d'une coupure de courant et donc d'être sûr d'avoir une capacité batterie à 100% pour pouvoir les décharger sur sa ligne secourue. Aujourd'hui, bien évidemment, le système permet de détecter une coupure de courant grâce à l'ELS5K ou le LT12K et il va pouvoir basculer très rapidement, on parle de millisecondes, sur la ligne backup, toute la charge batterie. Alors c'est un mode qui est très utilisé, surtout dans les dom-toms, ou alors dans des endroits, dans des pays où le réseau est relativement instable. L'autre mode de fonctionnement qui est le plus utilisé finalement, puisque c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est surtout faire de l'autoconsommation. Donc vous avez un mode qui s'appelle consommation personnelle, ou dit plutôt mode autoconsommation, qui est un mode totalement automatisé. C'est-à-dire qu'il va détecter ce qui se passe sur la partie photovoltaïque. Est-ce que j'ai du surplus solaire? Donc je prends ce surplus solaire, je charge les batteries. Et ou alors, éventuellement, est-ce que j'ai un pic de consommation ou est-ce que j'ai une consommation qui me permet de décharger mes batteries? Par exemple, on pourrait prendre surtout l'exemple d'un véhicule électrique. Donc au moment où vous allez raccorder votre véhicule électrique sur votre borne IRVE, bah, lui, il va détecter automatiquement qu'il y a une pic de consommation et il va pouvoir décharger s'il a suffisamment de capacité batterie. Et bien évidemment, il y a toujours la ligne secourue si elle est câblée, qui est toujours disponible, hein. Sauf que la différence avec le mode secours, c'est que là, bah, vous êtes plus en mode aléatoire. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant avec une capacité batterie à 70 ou 60%, bah, vous n'aurez que ces 60% pour votre ligne secourue. Bien évidemment, ces modes sont interchangeables, hein. C'est-à-dire que l'utilisateur final a la possibilité de le changer à tout moment. Le troisième mode de fonctionnement, qui lui, on va dire, un mode autoconsommation personnalisable, plus évolué. C'est-à-dire que, alors nous on l'appelle en mode avancé dans l'application. Celle-ci permet en fait de paramétrer les horaires de charge et de décharge. Alors bien évidemment, hein, c'est des modes qui sont totalement automatisés. Donc si vous souhaitez vous adapter à des contrats d'électricité, on parle souvent aujourd'hui
J'ai eu l'exemple récemment des contrats EJP qui sont très très vieux, ben, on peut s'adapter à ça. Ou alors si vous avez des contrats Creuseur-Pleine qu'on connaît très bien, des contrats Tempo, ou même si vous souhaitez voilà, vous connaissez les habitudes de consommation, paramétrer ses horaires. Voilà, donc on pourrait paramétrer les horaires de charge et de décharge. Bien évidemment, si vous paramétrez un horaire de charge et que vous avez un pic de consommation, bien évidemment, il va aller décharger, même si vous lui avez demandé à ce qu'il charge les batteries. D'accord, donc c'est un mode qui est relativement intelligent, mais qui est beaucoup plus personnalisable. Et après, vous avez des paramètres, bien évidemment, qui sont obligatoires. Notamment, le premier, c'est le socle de sauvegarde ici. Donc ça, c'est pour protéger de la décharge profonde sur les batteries. On a la possibilité d'aller la paramétrer jusqu'à 20% minimum. Bien évidemment, on a souvent cette question-là. euh, que fait-on? Qu'est-ce qui se passe quand on est sur des périodes comme aujourd'hui en hiver, où vous avez très peu de surplus solaire, très peu de production solaire? Bien évidemment, bah, si vous n'avez pas de surplus solaire, c'est le réseau qui va prendre le relais pour aller charger au minimum la batterie et la maintenir à 20% au minimum, pour éviter justement cette décharge profonde. Et après, vous avez des modes automatisés qui sont de la veille-réveil, pour si jamais bah, vous avez pendant plusieurs heures, plusieurs jours, pas de charge, pas de décharge, bah, il va se mettre en veille, pour éviter éventuellement de consommer le peu qu'il consomme. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Cyril, par rapport à Hmm, ces paramètres. non, juste le SOC, le socle de sauvegarde. Si vous mettez un backup en service, il faut penser à le remonter. Parce qu'automatiquement, si votre batterie est trop bas, vous avez il y a un SOC trop bas, ben, il ne pourra jamais aller chercher dans la batterie. Donc, c'est au niveau du, euh, du paramétrage, il faut bien prendre conscience qu'il faut aussi euh, mettre une réserve dans la batterie pour le backup si vous voulez avoir un minimum d'énergie. Premier démarrage et mise en service On, avec Emma on, on- Manager. Je laisse Cyril. ouais, on va faire un petit point sur vraiment le process de démarrage en ELS, ELT, ce que je vous ai déjà un peu évoqué. Donc, le plus important, c'est vraiment, on démarre la batterie, on démarre juste le LS sur le bouton qui est sur la gauche de la carcasse. Et après, on allume le sectionneur pour le grid. C'est vraiment batterie. Si vous avez un sectionneur, on alimente on appuie sur le on de l'ELS, le réseau. C'est vraiment un ordre très important pour avoir une mise en service de qualité. Super, merci Cyril. Je pense qu'on approche à la fin de ce webinaire. Juste ces derniers mots. Donc pour vous dire qu'effectivement, on démarre avec Cyril ce nouveau format de webinaire. Bien évidemment, les prochains webinaires seront sur des thèmes un peu plus précis. Euh, et éventuellement, on refera bien évidemment des reviews sur nos gammes. Et éventuellement, restez bien informés auprès d'AP System, que ce soit les réseaux sociaux, LinkedIn ou la newsletter. Avec Cyril, on va justement essayer de venir vous voir auprès des distributeurs, donc les distributeurs avec qui on travaille, et on viendra avec ce camion notamment pour venir vous former et pour se voir en vrai, pour éventuellement vous accompagner et vous aider sur vos installations. Pour conclure ce webinaire, et c'est hyper important, vous avez à disposition tous les outils et les documents nécessaires pour faire vos installations, ou alors pour faire éventuellement vos dépannages, si jamais il y a besoin de faire de la maintenance sur vos produits, si jamais vous rencontrez des problèmes. La première chose, c'est le centre documentaire qu'on vous mettra un lien direct après ce webinaire vers notre base de documents où vous retrouvez toutes les certifications, les fiches techniques, les manuels d'installation, que ce soit version rapide ou version complète. Et également, on essaie d'enrichir petit à petit, grâce aussi à Cyril, notre chaîne YouTube. Et donc on va essayer et on essaye de faire des vidéos qui vont vous permettre de voir une situation et une mise en service d'un produit. Donc n'hésitez vraiment pas à parcourir tous ces documents, ils sont là vraiment pour vous aider au quotidien. Voilà, on va conclure ce webinaire.
L'idée, c'est que maintenant, on puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit par chat pour ceux qui n'ont pas forcément de micro, ou éventuellement via votre micro. On est là pour répondre et échanger avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on reformule des choses qu'on a vues, réexpliquer, si c'était pas clair, n'hésitez vraiment pas, hein, on peut revenir dessus. On est vraiment là pour ça. Ah, je vois qu'il y a il y a une question qui se prépare. N'hésitez pas, hein, vraiment, on est là pour échanger, hein. On est vraiment sur un nouveau modèle de webinaire avec Cyril, donc on en fera bien évidemment d'autres, hein. Vous avez les prochaines dates, d'ailleurs, sur les prochains mois sur notre site internet. Cet après-midi, on fera le webinaire sur la partie micro-onduleur. Restez connectés cet après-midi puisque ça sera alors bien évidemment un nouveau lien, mais on va parler surtout de la gamme micro-onduleur et notamment des nouveautés, hein. On a le QS2, pour ceux qui ont entendu parler. On va en parler en détail. Allez, on a une question pour toi, Cyril. Donc de Yael, bonjour. Pour le socle de la batterie, est-ce que le chargeur tient compte de la dérive potentielle du BMS? Là, vous voulez, faudrait un peu préciser le mot dérive. Euh, c'est un peu vague. Bah, Le le socle. SOC minimum qui est conseillé pour l'instant, c'est 20 si vous n'avez pas de backup. Si vous avez aucune ligne secours, 20, c'est très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est un SOC mini est-il conseillé? Ouais, tu viens de répondre, Cyril, ouais, effectivement. Oui, De toute oui. façon, le socle de sauvegarde, c'est 20% minimum, hein. Pas paramétré. J'espère qu'on a été clair pour toi, Yael. Si vous avez des questions, hein, pour les autres, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Alors, question toujours de Yael. Une charge à 100% est-elle nécessaire pour redonner l'info au BMS de la capacité de la batterie? Non, c'est des données qui passent directement sur le câble CAN qui donne. C'est le BMS lui-même qui va chercher l'information. Donc, non, il n'y a pas besoin de faire une charge complète. On va juste lui laisser le temps d'aller analyser toutes les cellules pour connaître la capacité de la batterie et son état. Le câble, il y a un câble déjà fourni avec les batteries. C'est ça. Dans la packing list de la batterie, vous avez le câble plus et moins, et effectivement à chaque fois le BMS, hein. Bien évidemment, c'est pareil pour le LS5K et le LT12K, hein. Vous avez tous les accessoires pour le raccorder. Alors, on a une autre question de Nassim. Bonjour à vous. C'est quoi la particularité de la technologie de la batterie type LFP LFP. par rapport au lion ou sodium? Alors, moi, je vais pouvoir parler de Lyon, mais peut-être Stéphane, si tu peux vraiment expliquer ces trois particularités. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Et moi, là, je m'appelle Stéphane Laju de Bar. Je fais partie de l'équipe, mais je suis sur la partie stockage CNI et donc, qui n'est pas présenté aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, alors, je vais revenir vite fait sur la. On voit, je pense que Yael connaît un peu plus, on va dire, le côté stockage gros volume. Et effectivement, le SOC est toujours une information très importante. Et effectivement, le BMS se recalibre soit en bas, soit en haut. Parce qu'en fait, la courbe de charge d'une batterie est très particulière. C'est une courbe en S. Et comme là, on n'aime pas être en bas parce qu'on veut éviter la décharge, clairement, le recalibrage du socle se fera en haut à 100%. Mais dans le temps, il tient et nous, au niveau du résidentiel, on n'a pas besoin, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de pénalité si on rate 1 ou 2% ou 3% de socle. Donc, on accepte ce que vous appelez une dérive. Et il faudrait vraiment plusieurs jours sans aucune action, voire même semaine, pour qu'on ne sache plus vraiment quel est le socle. Donc, il n'y a rien de gravissime par rapport à ça dans l'application résidentielle. Et donc, pour revenir aux questions, à la confirmation de mes collègues, le SOC calculé comme il est aujourd'hui est largement suffisant pour la partie résidentielle. Pour la partie technologie, il existe différentes technologies. Le technologie LFP pour le stationnaire est vraiment la meilleure technologie, meilleure endurance, un côté, je dirais, enfin donc un nombre de cycles et un coût. Il pourrait exister des batteries, ne serait-ce que même en NMC, qui est la technologie utilisée pour les véhicules, mais dans ce cas-là, le prix serait beaucoup plus cher et on aurait peu de densité en plus, donc il y aurait peu d'intérêt. L'intérêt du NMC, à la rigueur, serait d'avoir une utilisation peut-être en basse température un peu meilleure, mais bon, là où on est en termes d'application, en termes de puissance, puisque là on est sur des puissances
On n'a pas parlé de ça, mais de type de 0,5 C maximum. Donc même 1 C, mais quelques minutes, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, sodium pas encore prêt. Je dirais que c'est vraiment, on commence seulement à aller vers ces technologies, c'est un peu tôt. Donc au jour d'aujourd'hui, le core business, vraiment le métier principal, c'est l'AFP, qui est une technologie ultra mature. On est vraiment au haut de la loi normale. Après, ce qui arrivera dans 1 an ou dans 2 ans, même par nous-mêmes, bah, effectivement, le sodium sera certainement des meilleures applications pour le stationnaire, de par son coût et du fait du minerai. C'est-à-dire que le sodium est accessible partout et on enlève certaines choses. Pour revenir sur la dernière question par rapport à la garantie, aujourd'hui c'est garantie 10 ans. On a une habitude dans le CNI de me parler du nombre de cycles, mais avec des façons de le calculer. C'est-à-dire on dit, bah voilà, tant de cycles à tant de température, ce qui est déjà une aberration, souvent c'est une température moyenne, ce qui ne veut pas dire que vous ne cyclez pas à 0 ou à plus 50. Donc vous pouvez très bien avoir température 25, et si vous cyclez dans la journée, vous chargez en surplus dans les pays du Nord, très Nord, on va dire, ou dans les pays un peu où il y a des amplitudes thermiques très importantes, ou inversement l'hiver, donc typiquement, on va dire, je trouve pas le mot français, mais continental, merci. Euh, donc là, on peut avoir des températures très basses l'hiver, très hautes l'été. Clairement, le cyclage n'est pas bon, mais malgré tout, on va donner une température. Donc on dit par exemple 8000 cycles, etc. Là, clairement, au jour d'aujourd'hui, sur des batteries comme ça, 10 ans, si vous faites votre calcul, combien même vous feriez 2 cycles par jour, combien même vous avez 365 jours par an, ce qui n'est pas forcément toujours réel en termes de charge-décharge d'une batterie. Donc combien même on aurait 2 charges, parce qu'en fait, quand on parle de 18 000 cycles, ce sont des cycles 100% équivalents. Donc en fait, ça peut être je baisse de 30, je remonte de 30, je baisse de 30, je remonte de 30. Ça, au total, ça fait pas 2 charges. Au total, ça fait pas du tout ça, ça fait même pas une charge. Ça fait même pas une charge, même pas une décharge. Au total, ça fait à peine un. Donc, conclusion, vous avez un équivalent au total. Et quand même, donc, comme on disait, bah, vous faites 10 ans, ça vous fait 6000 cycles ou même 7000 cycles, on vous éclate en dessous. Donc, nous, notre choix, c'était de dire garantie 10 ans, ce qui n'a rien à voir avec des profils professionnels où les gens font du service au réseau, où ils envoient une puissance complète pendant 2 heures, 2 heures. Enfin bref, c'est toute une autre technologie. Voilà. Aujourd'hui, au niveau du résidentiel, dire garantie 10 ans, c'est un moyen simple de garantir correctement et pour on va dire pour votre client final, de ne pas se poser de questions. Parce qu'après, dire 8000 cycles, 70% de SOH, 25 degrés, ouais, ça devient compliqué, quoi. Merci Stéphane. Sachant qu'on a toutes ces données sur les fiches techniques, hein, si vous voulez plus de détails, de précision sur tout ce qui est nombre de cycles par rapport à ce que vient de dire Stéphane, n'hésitez pas à aller regarder ça. On attend une question encore de Martin. On laisse terminer. Pour les autres, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions. Avec plaisir, Nassim, avec plaisir. En tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à participer à celui de cet après-midi. Donc, on reviendra avec Cyril dans un nouveau lien d'inscription qu'on va vous envoyer avant midi. Et bien évidemment, c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, si vous n'avez pas réussi à participer et à écouter tout le long, hein, on vous le mettra en ligne. Alors, on a 2 questions qui viennent d'arriver. La protection d'essai pour le chargeur ELT, c'est donc un disjoncteur CC 3 pôles 250 ampères. Alors, non. Plus tard, il dit 320 ampères, pardon. Juste à la Alors, fin, là, il y a une déjà, décortique. ça sera Voilà. deux. Alors, ouais, pardon. Désolé, Stéphane. Pour la partie d'essai, vous avez que du plus-moins. Donc, ça sera toujours 2 pôles. Et on conseille 320 ampères. C'est ça. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est regarder bien la fiche technique de l'ELT. Il est en capacité d'aller jusqu'à faire de la charge-décharge jusqu'à 240 ampères. Donc effectivement, c'est cette caractéristique qui va permettre de calibrer le disjoncteur. Donc nous, on préconise, comme le dit Cyril, plutôt 320 ampères. Bah, c'est un produit qu'on trouve facilement en fait, ou plus difficile de trouver un 250 ampères ou un 300 ampères. Pour répondre par rapport à l'EQC, chez AP System, l'EQC de l'installation photovoltaïque et l'EQC qui est dans l'ELS ou l'ELT sont 2 systèmes différents. Donc, on garde toujours l'EQ du photovoltaïque et l'EQ du chargeur.
C'est dans le paramétrage qu'on vient les mettre sur le même système. C'est ça, en fait, il y a une fusion qui se fait. Il vous demande lors de la mise en service de faire une fusion entre le CU déjà existant pour le PV et le monitoring de l'ELT ou le LS. Ouais. On a une autre question, c'est quoi de Yael type MCCB 320? Non, c'est un 3 pôles, ça aussi. Il faut juste un pouvoir de coupure qui peut supporter 320 ampères. On pourra vous mettre la référence du coffret qu'on a, hein. Nous, on a un coffret DC qui s'appelle DC Combiner. Et vous avez les caractéristiques du disjoncteur, si ça vous dit. Si vous voulez faire votre propre coffret, ou si vous voulez, le plus simple, c'est forcément de vous s'approvisionner de ce coffret. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, il est presque 11 heures. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Si vous avez encore des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. On reste connecté encore 1 ou 2 minutes. Et puis sinon, on vous dit à cet après-midi ou à bientôt. Avec plaisir, Yael. Allez, on va clôturer. Merci à toi Cyril, en tout cas pour la co-animation. Merci à toi aussi Stéphane pour ton apparition. Et je dis à tout le monde merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.